parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la dernière de la semaine. On vous retrouve donc avec beaucoup de plaisir dans la perspective du week-end qui s'annonce très beau. Et on l'imagine que c'est pareil pour vous, d'où que vous nous écoutiez en Guinée, en Nzérékoré, à Cancan, à Guékédou, chez moi, à Labé, à Mamou, à Kindia, à Boké. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses à nous pratiquer depuis le début de la semaine. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que l'on vous retrouve pour la dernière de la semaine. Continuez donc à réagir à cette émission, vous qui êtes praticiens de Twitter ou hashtag espace GG. Votre avis, votre préoccupation pourrait être relayée ce matin dans les grandes gueules. Et puis, ceux qui préfèrent le faire par GSM, il suffit simplement de faire un message au plus 224 657 39 13 13 sur ces canaux. À partir de ces canaux, votre réaction à ces grandes gueules sera relayée à l'antenne. Au menu de ce matin, on s'intéresse toujours à la question de la désignation des politiques au CNT. Désigner donc leur représentant au CNT ne sera pas une tartine à couper pour les partis politiques. Nous l'avons compris dès lors qu'à seulement 2 jours de l'échéance fixée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les partis politiques continuent à se passer la question aux mains comme une patate chaude. Après d'infructueux échanges avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et une rencontre avortée entre pairs, les politiques guinéens ont finalement conféré hier sur les modalités de leur entente. S'ils ont réussi à s'accorder sur 18 critères de sélection, il n'en reste pas moins prégnant que la sélection des mandataires leur donnera du gros grain à moudre. Dr Faya Milimouno est notre invité de ce matin. Avec lui, nous passerons la question au crible et nous verrons justement si finalement ils parviennent à s'entendre sur cette question centrale dans la composition, la constitution du prochain CNT. Ce sujet-là et d'autres viennent faire le menu de ce matin et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore une fois. Jacques Léno est avec nous exceptionnellement ce vendredi. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Djiba Milimouno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Caps, il est là, c'est le stylet de la boîte, hein. Il s'appelle Caps. Caps, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. On te retrouve avec beaucoup de bonheur. Ouais. Bienvenue. C'est comme moi, merci. C'est un grand formateur. Hein. Oui. Je l'ai vu la dernière fois, il donnait la formation. C'était où même? C'était au Conseil économique de social avec l'USTG. Voilà, d'accord. Il y a une belle opportunité en perspective. Ouais. J'espère que tu m'accompagneras. D'accord, parfait. Ça va être un coaching d'entreprise quelque part. Parfait, avec plaisir. Dans un endroit idyllique. Wow. Tu pourras te faire accompagner. D'accord. Mafoudia étincelante. Merci Tamba. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Et on parle de ce Conseil des ministres d'Iba Milimo. C'était le tout premier. Ouais. Il y avait des attentes avec le président de la République. On a vu des gens arriver. Mais il y a une image qui m'a frappé, Ousmane Gawal Diallo, hier parialisé, aujourd'hui reçu en protocole. La vie, hein, l'homme n'est rien. Oui, c'est pourquoi on dit que Dieu il est grand et dans la vie, je pense que il faut garder la foi parce que après tout est tenu par une sorte de fil et un beau matin tout peut basculer. Vous pouvez être disons un roi le soir et le matin vous retrouvez un valet, donc inversement, ainsi va la vie, c'est la nuit le jour. Donc il y a eu ce premier conseil des ministres. D'accord, les particularités, c'est que le contexte il change parce que le cadre même, ça s'est fait au niveau du palais Mohamed V. Et l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la presse privée a été acceptée à la rentrée parce que souvent c'était, disons, la presse publique, la RTG qui prenait les entrées des ministres. Cette fois-ci, les médias privés étaient sur place, ont été postés pour prendre un peu ces images de ces ministres qui défilaient, qui venaient.
Et donc, globalement, il n'y a pas eu de point spécifique, mais après le Conseil des ministres, le Premier ministre a fait un compte-rendu, disons, succinct de la rencontre. L'idée, c'était d'abord de réitérer un peu la politique du CNRD à travers le président de la transition, qui a appelé l'équipe gouvernementale à plus d'unité d'action, à regarder dans la même direction, mais aussi à avoir un esprit de sacrifice, parce qu'il a dit ça va être un gouvernement d'austérité. Nous sommes dans une phase transitoire, donc il faudrait que tous les ministres essayent d'avoir cet esprit, cet état d'esprit. Donc il a réitéré un peu ce discours hier devant les ministres au Conseil des ministres. Également, il est revenu un peu sur une question qui lui semble être importante aujourd'hui, c'est la question de l'unité nationale, parce qu'il estime que les Guinéens, il avait dit lors de l'interview qu'il a accordée à nos confrères, mais également à l'Infoca de Radio France Internationale, en disant que avant les Guinéens se regardaient en ennemi, il y avait une division. Aujourd'hui, il faut que les Guinéens se regardent en frères, donc il faut recoller les morceaux, éviter des propos qui peuvent porter un coup dur à l'équilibre social. Donc il a invité ses ministres dans leur discours, dans leur approche, mais aussi dans leur action, à œuvrer pour que les Guinéens puissent aujourd'hui se regarder en frères et aller dans la même direction. Donc voilà autant de questions qui ont été débattues. Maintenant, sur les questions techniques, les questions économiques, je pense que cela va être débattu à Kolia, parce que j'aurais appris que plus tard ce soir, les ministres vont faire le déplacement du côté de Fort-Caria sur la base vie du groupement des forces spéciales. Alors là-bas, à Kolia, ils vont se rendre à Fort-Caria. Caléa. Donc ça va être pour 48 heures, c'est-à-dire du 20 au 21, ils vont se retrouver pour d'abord définir la feuille de route du gouvernement, ensuite les lettres de mission des différents ministres, parce que nous sommes dans une transition. Ils l'ont dit, c'est pas un gouvernement de développement, quoique, mais il faut rappeler quand même que pour jeter les bases, il y a quand même à quelques niveaux des services qu'il faut activer et se mettre au travail. Maintenant, l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, ça n'a pas été dit officiellement, c'est qu'ils vont procéder à une formation sur place. Alors, c'est sur la base vie du groupement des forces spéciales. Nous apprenons, selon des informations qui filent, qu'ils seront soumis à des exercices physiques, à un entraînement. Parce que exercice physique, oui, justement, certains poumons risquent de lâcher. Hein. Justement, sur la base des forces spéciales, je pense qu'ils ont tenu compte un peu de beaucoup d'aspects, questions de santé. On ne sait pas s'il y a parmi eux des personnes qui ont des problèmes d'hypertension. Après le soir, justement, d'hypertension, voilà, il y a aussi des maladies. C'est pour corriger tout ça. Tout ça, voilà. Et surtout, voilà, et surtout préparer l'équipe quand même à. Imaginez-vous des civils qui se retrouvent avec des hommes en uniforme, avec, disons, ce contact. Et je pense que c'est aussi briser la glace un peu entre les forces de l'ordre et aussi les membres du gouvernement. Parce que après, vous fondez dans cette foule-là, vous apprenez comment ils vivent avec ces exercices. Donc il y aura beaucoup de choses qu'ils vont pratiquer sur place. Et ça se fait dans certains pays, parce que c'était une condition même avant d'arriver, disons, à certains postes de haute responsabilité. Maintenant qu'ils le font du côté de Fort-Caria, je pense que c'est une bonne idée. Après, l'exercice, ça va aussi avec le travail un peu intellectuel. Comme on dit, c'est-à-dire plus la lecture elle est importante pour l'esprit, pour le sport qui est important pour le corps physique. Donc, je pense que moi, je salue l'initiative. Une fois encore, le plus important, le peuple s'attend plus à la feuille de route, mais aussi les lettres de mission. Parce que le MATD, on sait, c'est les élections, c'est de la base au sommet. Qu'est-ce qui va être dit là-bas de ce côté, au niveau aussi du ministre de la Justice, parce que voilà deux départements qui polarisent les attentions, qui sont foncièrement attendus par l'opinion générale. Donc c'est se dire, au niveau de la justice, est-ce que finalement on va parler de la question d'audit, mais aussi de la justice classique. Alors dans la feuille de route de Madame la ministre de la Justice, Madame Fatoumata Yari, est-ce que ça va être discuté? Donc voilà autant de questions qui attendent des réponses à l'issue de cette rencontre, puisqu'il faut rappeler que la presse aussi a été invitée du côté de Fort-Caria. Ils vont être aussi sur cette base vie des groupements des forces spéciales. Voilà, et exceptionnellement, immersion de Moussa Moïse, Silla, qui, si rien ne change, sera de cette équipe-là pour 2 jours, pour poursuivre tout ça. Mais Jacques, moi je m'intéresse à cet exercice. Il y a que la mission de ce gouvernement va aussi être une mission d'endurance, parce qu'il y aura beaucoup de choses. Donc on va leur apprendre de l'endurance là-bas. Il faut dire qu'il faut éviter les bottines, il faut éviter les talons pour ces moments. Non, mais moi je pense très honnêtement, en 48 heures on ne peut pas former. C'est les forces spéciales. On ne peut pas apprendre à être endurant. Je crois plutôt qu'il y a certainement 2 choses. Les amener au cœur de ce camp, d'où quand même est parti ce pouvoir. Parce que c'est un peu ça. Ils ont accepté de laisser le gouvernement au civil. Absolument. Mais après il faut dire au civil. Et ça on ne l'a pas assez dit, Jacques. Il faut
il faut surtout insister là-dessus. Ils ont laissé le gouvernement aux civils. Mais il faut dire aux civils, il faut montrer aux civils d'où le pouvoir est parti. Il faut aller leur montrer là-bas. Je crois que c'est essentiellement ça. Et puis profiter pour qu'ils aient l'esprit du sacrifice. Parce que quand il parle du gouvernement d'austérité, ça veut dire on ne vient pas profiter. Mais Jacques, c'est ça. Pour s'enrichir. L'esprit du sacrifice, c'est comment tu sacrifies ton énergie, ton corps. Parce que c'est aussi ça, surtout, mettre à l'épreuve le corps. Surtout oublier ses intérêts personnels, pour se consacrer entièrement à la vie de la nation. Parce que le militaire, au fait, c'est ce qu'il fait. Quand il est sur le terrain, je ne parle pas des chefs militaires haut gradés là qui profitent des sous-officiers et soldats. Mais les vrais soldats qui sont sur le terrain, ils n'ont pas besoin de luxe. Ils n'ont pas besoin. C'est des gens qui vivent en brousse. C'est des gens, des pères de famille qui dorment à même le sol, qui dorment, qui croisent, n'est-ce pas, les moustiques, qui n'ont pas besoin d'une vie ostentatoire. Il faut aller leur montrer, n'est-ce pas, ces installations-là pour qu'ils comprennent, qu'on peut partir de cet endroit-là et être à un niveau très élevé. Et même si vous étiez à un niveau très élevé, lorsque vous venez dans ce gouvernement qui est commandé par le CNRD, vous acceptez de vous mettre au même niveau que ces agents des forces spéciales qui n'ont absolument rien, des agents des forces spéciales qui prennent beaucoup de risques en brousse pour, n'est-ce pas, nous protéger. Je pense essentiellement c'est ce qui va être, c'est à cela cette rencontre va se traduire. Mais l'autre chose, il faut quand même dire que ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois et je crois quelques semaines que le colonel Mamadi Doumbouya préside aux destinées de la Guinée. Le gouvernement est en place. C'est vrai que le CNT n'est pas encore mis en place. Mais je crois qu'il faut qu'on avance un peu. On ne peut pas continuer chaque jour à parler de ce qui va être fait. Il a déjà, à travers les concertations, compris ce qu'il faut faire. Et puis, j'ai pu comprendre à travers les cérémonies d'installation de tous les ministres que le secrétaire général du gouvernement disait à chaque chef de département sa lettre de mission. Si on doit se retrouver à Forécaria pour parler encore de la lettre de mission... Non, il ne s'agira plus de lettre de mission. À ce moment... C'est plus l'orientation stratégique du gouvernement. Il va falloir peut-être... il faut peut-être aller sur des stratégies plutôt pragmatiques, pour nous dire programmatique, si je peux m'y permettre, pour nous dire à quand on va faire ci, à quand on va faire ça. Je sais qu'on va jeter les bases au niveau de chaque département. À mon avis, Jacques, cette rencontre de Kalia ne servira pas à établir des programmes. Ça ne suffira pas en 2 jours. Je pense que c'est réaffirmer les principes et la vision dans un environnement conditionnel. C'est-à-dire que vous êtes... vous voyez, hein, c'est dans le dénuement total. Vous vous retrouvez sur un camp. Et je pense que c'est à cela que ça va servir. Oui, en tout cas, j'insiste encore là-dessus. Il faut qu'on avance un peu, qu'on commence à travailler. On ne doit pas rester sur cette théorie-là de rencontres formelles. Ça ne nous servira pas à grand-chose. Il y a déjà certains ministres qui ont commencé à nous annoncer des petites choses. Il faut qu'ils aillent et qu'on voie clairement ce qu'ils ont envie de faire. Le ministre Gawal... Ça, c'est au Premier ministre qu'il faut le dire. Le ministre Gawal, le ministre Yombuno, qui ont annoncé des choses au niveau de leur département en lien avec la réforme qui est attendue, ou les réformes qui sont attendues au niveau de ces différents secteurs. Il va falloir que les actions puissent suivre. Par exemple, le prochain Conseil des ministres, il faut qu'on ait un porte-parole et puis il faut qu'on ait une idée précise des actions qui ont déjà démarré. Absolument, une idée précise des actions qui ont déjà démarré. Je disais pardon au CAPS que ça, c'est une responsabilité de la primature. Il faut définir des objectifs pour chacun et des modalités de vérification de l'atteinte de ces objectifs-là. Et le Premier ministre, à mon avis, il a quand même cela en toutes ses cordes. Effectivement. Pardon, voilà ce qui me ramène un petit peu à ce Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Voilà pourquoi on attendait un peu plus que ce qu'on a vu hier dans ce Conseil-là, parce qu'on attendait au moins que le Premier ministre se prête quelque part à cet exercice-là, à partager un petit peu c'était quoi cette vision stratégique que son département devait mener et qu'est-ce qu'il devait obtenir
concrètement comme résultat. Et si on regarde un petit peu ce conseil présidé par le colonel Mamadi Doumbouya, quand dans les mots qu'il évoquait, on sentait en réalité qu'une seule chose le préoccupait. Il parlait de valeurs. Tout ce qu'il a pu sortir se résume en termes de valeurs. Parce qu'il aurait peut-être compris que ce n'est pas les compétences qui ont toujours manqué à nos différents gouvernements, mais plutôt c'est une question de valeurs. Quand il parle d'esprit de sacrifice, quand il parle d'unité d'action, de travail, etc., il veut reconnecter un petit peu ces membres du gouvernement-là à un certain nombre de valeurs. Et moi-même, c'est ce qui s'inscrit un petit peu dans la logique de cette retraite stratégique qui va donc se tenir au niveau de Kalea. C'est encore une fois pouvoir reconnecter les membres du gouvernement vers quelque part cette vision que le président du CNRD a de la transition. Parce que si on remarque très bien, moi en tout cas à mon niveau, j'ai comme l'impression qu'on a une certaine incompréhension entre la vision même du président du CNRD, le Premier ministre, donc son gouvernement, mais même la classe politique et l'ensemble des citoyens. Donc moi je pense que cette retraite-là a pour objectif premier de pouvoir mieux expliquer cette vision-là. Parce que quand on écoute un petit peu l'opinion publique, les gens sont partagés. Certains pensent que cette transition-là, il faut gérer les affaires courantes, il faut organiser les élections. D'autres pensent qu'il faut aller en profondeur dans la refondation même de l'État. Et ça, c'est deux choses différentes. La première, c'est que ça va prendre beaucoup moins de temps. La seconde prendra beaucoup plus de temps. Donc, il est important que lors de cette retraite-là, qu'il puisse expliquer ces choses afin qu'on puisse mieux le comprendre. Mais au-delà de ça, il veut appeler à une certaine discipline parce qu'on a les militaires et les civils qui composent ensemble. Il est important que ces gens-là puissent conjuguer le même langage, qu'ils puissent se comprendre. Il y a quelques jours, je crois que c'est la semaine dernière, Caps, vous étiez dans cette émission et vous utilisiez une image, celle de joueurs de football. Effectivement. Dans une équipe comme celle-ci, effectivement, et chacun a son petit calcul, chacun a son petit agenda. Oui. Cette rencontre devrait pouvoir permettre de partager ce qu'on appelle en management le principe universel partagé. C'est-à-dire une vision bien élaborée, bien présentée et bien transmise à chacun. Effectivement, parce que là, le Premier ministre, le président Mamadi Doumbouya, quand il parle, sa vision, c'est expliquer, c'est trop vague, donc c'est l'opportunité de pouvoir mieux expliquer ça. Et on sait que dans la composition d'une équipe, il est important, parce qu'il parle d'unité d'action. Dans la composition d'une équipe, on sait que dans les différentes étapes de composition d'une équipe, la première étape, les gens chacun est de son côté, les gens sont réticents. Après, tout de suite, vient cette phase de conflit, où les égos commencent à sortir, etc. Pour moi, tout ça permet encore une fois de pouvoir souder cette équipe-là et les rappeler vers l'essentiel de la mission qui les attend. Et au-delà de ça, il est important de composer l'esprit militaire qui est là pour qu'ils comprennent, parce qu'on parle de gouvernement d'austérité. Et moi, l'autre crainte que j'ai, gouvernement d'austérité d'un côté, de l'autre côté, retraite stratégique, et qui parle de retraite stratégique parle de sortie d'argent, parle de prendre en compte un certain nombre de choses. Et donc moi je me dis que au-delà de ça, il est important quelque part. Pour ça ils n'ont qu'à manger, hein. Non, il est important quand même de faire attention. Ils peuvent aller manger comme le militaire mange. Et puis ils dorment là où les militaires dorment. Si c'est le cas, qu'ils apprennent, si vous voulez, si c'est le cas, la vraie discipline. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste une alerte. Là-bas, pour être clair, il n'y aura pas de maquillage. Il n'y aura pas de, comment on appelle ça, poudre qu'on met sur nous. Les fonds de teint. Il n'y aura rien, même pas parfum. On se couche à même le sol comme. Vous savez, rapidement, il y a juste quelques mois, je pense avant même le coup d'État, quand ils sont allés du côté de Forêt-Caria, le groupement des forces spéciales, quand ils ont été délocalisés, ils dormaient sous des tentes. Imaginez-vous à 30 degrés la chaleur. Non, là-bas c'est 40-45. Voilà, donc un ministre sous une tente, c'est merveilleux. Dans un tel contexte. Après ça permet quand même de leur rappeler véritablement le combat qu'on est, que le CNRD cherche à mener. Mais moi, il y a quand même un autre facteur dans ce conseil des ministres qui est important. On finit un conseil des ministres et pratiquement depuis hier et jusqu'à présent, on n'a pas un véritable compte rendu de ce conseil des ministres. On attendait un porte-parole aussi. Ce porte-parole, on ne connaît pas. Pendant que si on prend le gouvernement... Peut-être qu'il va être désigné du côté de Kalea. On attend bien, mais par exemple, quand on prend même la composition du gouvernement, on sait quand même qu'il y a quelque part une personne qui est un peu plus habituée à des contextes du genre comme ça, à tenir une certaine communication du genre. Je fais allusion à Ousmane Gawal, qui il n'est pas seul, hein. Je pense qu'on peut en trouver. Parce qu'au-delà de ça, il faut tenir quand même compte d'un facteur au-delà du côté
côté technique, il y a le côté politique, pouvoir prendre ce discours-là, parce qu'on est dans un moment très stratégique, et c'est pourquoi moi, je le vois un petit peu dans ce sens-là. Mais quand même, Moi, j'irais pour la ministre de l'Information et de la Communication. C'est plus stratégique. Elle peut bien le faire, mais stratégiquement parlant... C'est un visage sympathique. Parce qu'il y a... c'est un visage sympathique. Mais au-delà de ça, les mots ont un pouvoir. Dans un tel contexte, il est important de faire attention aux mots qu'on utilise et de savoir quoi dire et quand le dire. Et c'est pourquoi il est important de tenir compte du background de la personne elle-même. Parfait. Mafoudia, vous avez suivi ce débat. Vous avez tiqué chaque fois que j'ai dit il n'y aura pas de fond de teint, il n'y aura pas de maquillage, tout le monde va être dans des tentes. De nous lâcher, et puis ça fait quoi de se maquiller? Mais maquillage, c'est pas que les femmes maintenant. Hein. Non, mais pas. En fait, ça pose pas de problème. Laissez-nous, en fait. C'est cela. Et puis, c'est cela, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Alors, je vais commencer par la rencontre d'hier, ce premier conseil des ministres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a eu d'autres annonces. Il y a eu il y a eu un autre travail qui a été fait, autre que ce rappel à l'unité nationale. Il est dit que j'apprends qu'il y aura plus tard une communication qui évidemment permettra de savoir quelles ont été d'autres choses qui ont été dites au-delà de cela. Mais c'est vrai que pour la rencontre d'hier, le Premier ministre, il s'est accentué sur cette partie, et personnellement, je pense qu'il va falloir saisir toutes les occasions pour rappeler à nos gouvernants l'utilité de travailler pour le peuple. Parce que si pendant plusieurs années, nos pays ont souffert, les populations ont souffert, c'est souvent de par les mauvaises politiques publiques. Parce que quand vous prenez des projets, l'argent qui sort, le projet n'est pas exécuté, à qui la faute? Donc moi je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il faut rappeler à ces gens, à ces personnalités qui ont la possibilité aujourd'hui de gérer le pays, qu'il y a des Guinéens qui ont trop souffert, qui n'attendent qu'un bon travail pour qu'on sorte de cette situation. Pour qu'en Guinée, dans les prochaines années, on ne parle plus d'électricité, on ne parle plus d'eau, mais qu'on puisse parler de projet spatial, et je ne sais pas, qu'on puisse parler de tramway, qu'on puisse parler de quoi. En fait, des choses qui peuvent nous mettre dans le concert des nations. Pour le moment, on est loin derrière et on ne va pas s'éterniser dans cela. Et pour cela, effectivement, je suis totalement d'accord qu'on saisisse toutes les occasions pour le rappeler. Même à Kalia, là, il faut le faire. Les grandes gueules. À Kalia, c'est vrai qu'il y a cette rencontre qui est liée peut-être à la nécessité de mettre en place des feuilles de route. C'est vrai, ils savent déjà ce qu'il va falloir faire, et déjà moi personnellement je me dis, comme ça tombe sur le week-end, c'est comme si on les privait de leur week-end, quoi. C'est pas la Guinée qui perd, comme si on prenait un lundi ou un mardi. Donc ça va, il y a déjà le sacrifice qui commence. Donc faire ce travail, effectivement, c'est très important. Aller au travail. Si vous remarquez, depuis qu'il y a eu les nominations, il y a eu des visites. Les différents ministres ont visité quelques sites. On a par exemple le ministre de l'Agriculture et Alpha Bakar qui ont visité l'abattoir moderne du côté du Breka. Il y a eu le constat comme quoi il y a de l'argent qui était sorti, mais juste comment comprendre que... On a passé des années à en parler ici. On nous a plutôt traité d'ennemis de l'État. Il y a le ministre de la Santé, je crois, avant-hier, qui a visité 3 structures sanitaires. Ils sont en train de faire ce travail. En plus, je pense que si on se base sur ce qui est déjà fait, parce que vous remarquerez que au niveau des départements, les différents ministres, en fait, on est plus prompt à faire le constat, mais après le constat, c'est les réactions, c'est le travail qui manque pour corriger. Maintenant, je pense que déjà au niveau des cadres techniques à l'intérieur, il y a le constat. Donc, il faut déjà partir de là avec le peu qu'ils ont vu pour pouvoir travailler. Et l'autre remarque, c'est que, on a vu les différents ministres plus à Conakry, j'en ai pas vu à l'intérieur du pays. Je parle pas de Conakry et ses environs, je parle de l'intérieur du pays profond. Oui, l'arrière-pays. L'arrière-pays. Est-ce que c'est pas trop tôt pour ce moment-là? Peut-être pas, mais peut-être oui, peut-être non. Je veux justement aussi attirer l'attention sur cela. Il faut aller, il faut comprendre, parce que les problèmes de ce pays ne se résument pas à Conakry. Donc effectivement, il faut commencer le travail parce que ça urge. On ne sait pas, on attend le CNT pour connaître la durée de la transition, mais d'ici là, chaque jour doit être mis à profit pour pouvoir avancer. On l'a dit, je crois le Premier ministre l'a dit, que c'est pas un gouvernement de développement, mais c'est un gouvernement déjà qui peut
nous offrir. Il faut lui donner de l'eau. Je vais voir après. C'est cette histoire de retraite militaire. C'est pas facile pour MAF ce matin. Donnez-lui de l'eau à boire. C'est pas moi qui suis allé là-bas. Je suis dans mon studio tranquille. Par empathie, tu souffres pour eux. C'est un week-end militaire pour l'équipe gouvernementale. Ça n'a rien à voir, Tamba. Donc du coup, oui, je pense qu'il faut aller directement vers ce travail qui nous permettrait de commencer à poser les bases. Le Guinée a trop souffert, mais pour moi, le plus important, c'est de saisir toutes les occasions pour rappeler à ses gouvernants qu'il faut travailler et que ce peuple a trop souffert et qu'ils n'ont pas le droit d'échouer. Il faut travailler, ce peuple a trop souffert. Ils n'ont pas le droit de rigoler avec ça. Et l'autre chose par rapport à l'exercice, quand vous en parlez, ce qui m'est venu dans la tête, c'est qu'on peut l'étendre. On a par exemple vu des pays où il y a des week-ends qui sont dédiés aux exercices. Il faut que nos ministres fassent du sport. Pas nos ministres, le peuple même. Ça dépend. On a des journées par exemple dans certains pays où on n'utilise pas les véhicules. Par exemple, on marche. Ça permet à la population. Je pense qu'on peut aller vers ces petites innovations. Ne pas. Je l'ai tellement invité à aller faire le sport. Je fais le sport. D'accord. Je fais le sport. Oui. Donc je pense qu'on peut l'étendre au peuple. Ça nous plairait bien dans nos quartiers si on a quelques militaires qui nous font courir un dimanche matin, pourquoi pas? Bon, en tout cas, le gouvernement déjà, Monsieur le Président, si vous nous écoutez, Monsieur le Premier ministre, nous on saluerait, ce serait une belle innovation. D'ailleurs, ça ferait avancer le pays que vos ministres là, ils fassent du sport tous les matins. mon cher Caps, oui, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Ce que je souhaitais rajouter, je veux bien qu'on tienne compte de cette retraite-là pour rappeler, par exemple, à un certain nombre de ministres qu'il faille faire la différence entre la peau d'opposant qu'on avait de président de parti politique et la peau de ministre qu'on a. Je fais allusion au ministre Abessila pour qu'il puisse faire attention un petit peu aux promesses qu'il tient. En tant que président d'un parti politique, il peut bien entendu se permettre de faire des promesses. Mais en tant que membre du gouvernement, il est important, bien avant de faire certaines déclarations, parce que il est coiffé par le Premier ministre, il est coiffé par le président de la République, il y a certaines priorités, ça demande une question de ressources, etc. Donc le fait de dire que je vais électrifier la Guinée quelque part en 2 années, c'est peut-être trop dit. Est-ce qu'il mesure tout? Est-ce qu'il a tous les paramètres dans la main avant de pouvoir affirmer ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est validé de par la haute autorité, par la primature, la présidence notamment? Donc il est important qu'il sache que sa posture de président d'un parti politique où il pouvait tenir des promesses et sa posture en tant que ministre de l'énergie change. J'imagine bien qu'il ne dit pas je vais électrifier. Voilà. Parce que ça c'est un autre discours. Ça c'est un autre discours à avoir, parce que là c'est pas sa personne qui est engagée là. Ça c'est le gouvernement, et donc il parle au nom du gouvernement en le faisant. C'est des précisions très importantes à ressortir. Mais au-delà de ça, il est important parce qu'on a vu certains ministres dedans qui ont une démarche un petit peu... Il y a de l'amateurisme un peu dans la démarche, dans certaines façons de faire. La rencontre de Kalia, rencontre de Kalia va calmer l'amateurisme. Voilà. Mais au-delà de cela, j'espère vraiment, Maf, que le Premier ministre mette en place un système de gestion avec un timeline, avec des éléments de mesure de progrès hebdomadaires, par exemple. En fait, comme il a pu gérer les institutions. Exactement. Des vrais indicateurs clés de performance. Parce qu'on sait qu'avec les institutions, ce n'est pas un jeu du hasard. Tu as un délai, il y a un processus, on parle là de gestion de projet. En fait, tu ne fais pas un sans finir l'autre d'abord, c'est une chaîne. Donc, et tout se tient dans le temps. Tout se tient dans le temps. Donc, s'il traduit cela dans l'action du gouvernement, ça va être difficile, certes, pour certains qui ne sont pas habitués, mais je pense que c'est un travail, s'il le réussit, on pourra bien gagner beaucoup de choses. Sans oublier le fait que dans ses premières déclarations, il parlait d'un gouvernement qui avait des livrables à donner. Et donc, vu qu'il parle de livrables, donc on sait qu'il y a la deadline, il y a les objectifs, les résultats sont bien précis dans la tête des gens, et là, il n'y a plus d'ambiguïté à pouvoir faire, et on a une feuille de route claire. Ils s'entendront sur un work plan forcément, et puis ce ministre qui salue beaucoup les gens, je pense qu'il se mettra au travail si il y a une telle planification. C'est Jacques qui l'a dit hier, hein, c'est pas moi. Et d'ailleurs, je lui rends la parole. Jacques, il y a cette bévue médicale qui a coûté un pied à un Guinéen. Oui. Voilà. Il faut encore en parler. Je sais que ça ne plaît pas au professeur Fodé Abbas. Il nous écoute forcément, mais puisque professeur. ça arrive, on va en parler encore. C'est un compatriote qui est un juriste, donc qui se débrouille au Libéria, qui a eu un peu d'argent, donc qui a construit du côté de Dubreka.
Alors, il décide de venir pour inaugurer, n'est-ce pas, sa maison, qui est donc du côté du Breka. Il arrive, c'est la semaine dernière. Hein. Quand il arrive, le calendrier ne lui a pas permis de procéder à cette inauguration tout de suite, puisqu'il a séjourné, quand il a quitté le Libéria, il est passé par la Guinée forestière, où il a séjourné un peu. Et la route est quand même longue. Donc, il sent un peu les douleurs au niveau de ses pieds. Il décide donc d'aller à Donka. Il arrive à Donka, il explique son problème. On l'accueille au service des chirurgies où on lui fait le bilan. On dit qu'il n'avait pas de problème, pas de glycémie. Il n'avait pas de problème en tout cas. Et puis, on essaye, on fait la radio. Après la radio, on signale qu'il aurait un problème de nerfs. Mais ils étaient jeudi, le responsable du service lui dit il faut rentrer, puisque c'est le week-end, le lundi, vous revenez, comme ça on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Le moment de sortie, il y a 2 jeunes qui ont une clinique du côté du kilomètre 36, qui lui disent bon, votre problème, nous pouvons nous en occuper. 2 jeunes, des médecins ou des internes? Des internes, ils travaillent à Donka. D'accord. Mais ils ont en même temps une clinique du côté du kilomètre 36. D'accord. Donc ils lui disent il faut pas attendre jusqu'au lundi. Parce qu'on vous dit lundi, là c'est le week-end, votre problème peut-être que ça pourrait s'aggraver. Donc allons-y dans notre clinique, on va vous aider. Le monsieur accepte donc, ils vont au kilomètre 36, on lui dit ce qu'il faut. Au lieu d'attendre lundi, le problème que vous avez, on doit vous opérer. Vous avez un problème de nerfs. On va lui demander donc de payer 4 500 000, ce qu'il va donc donner, ce qu'il va faire. Il procède à l'opération. L'opération ne réussit pas. Et donc, on va toucher... je crois qu'on a dû toucher les veines parce que le sang va couler véritablement, et pour, n'est-ce pas, stopper cette hémorragie, ils vont mettre la bande, donc ils vont attacher. Une sorte de garrot. Voilà. Et ce qui ne va pas aider. Ils ont donc la patate chaude dans leurs mains. Là, ils sont jeudi. Ils attendent donc vendredi. Rapidement, ils reviennent, n'est-ce pas, à Donka pour retrouver, n'est-ce pas, leur responsable. Les responsables observent la situation. Les nerfs ne répondent plus. Les nerfs ne répondent plus. Et la situation était aggravée jusqu'au niveau de la cuisse. La seule chose que le chef service de la chirurgie de Donka a pu lui dire, c'est de dire on va quand même sauver la situation, on va descendre un peu au niveau du genou, mais vous devez être amputé. Donc, on va l'amputer. Il va perdre, n'est-ce pas, son pied. Finalement, on dit, parce que les 2 jeunes ne sont pas encore revenus à Donka, mais le service de chirurgie, la situation est quand même élargie maintenant jusqu'à la direction de l'hôpital qui est en train de plaider parce que la famille veut porter plainte lundi. Et en ce moment même où je vous parle, il y a une rencontre qui doit avoir lieu au CHU Donka avec la famille pour voir s'il y a une possibilité. Parce que on va dire, bon, parce que même pour l'amputer là, on va dire, on fait le rabais, on va vous prendre, je crois, 2 millions et quelques. Vu que vous avez déjà payé 400-500. Vu que vous avez déjà payé 400-500. Et puis, on va vous aider avec le service d'orthopédie pour avoir une prothèse pour le pied, etc., etc. Voilà donc la situation. Et encore une fois, nos cliniques continuent de travailler. Et nos cliniques continuent de créer, de causer des dommages, n'est-ce pas, à nos compatriotes. Il est jeune, il a perdu son pied. Et c'est avant-hier, on l'a opéré, on l'a amputé. Il est encore sous le choc. Il a des douleurs comme ça au moment où je vous parle du côté du CHU Donka. Il faut que ce soit quand même clair. Guiba, on a quand même tout le respect pour la profession médicale. Il y a des cliniques qui font un très très bon travail. Mais à côté, les cliniques assassines continuent de proliférer et de faire des victimes. Et souvent, la plupart de ces cliniques sont devenues des mouroirs. Il y a encore quelques semaines, on parlait de cette dame, malheureusement, qui a été charcutée par des médecins. Et aujourd'hui, ça se passe. Moi, aujourd'hui, je me pose la question sur même le rôle
de ce conseil disciplinaire qu'ils ont et qui en principe... Mais l'ordre national d'abord des médecins. Des médecins, justement, l'ordre national des médecins. Et le ministère de la Santé qui délivre les agréments. Alors comment ils le font? Parce qu'à un moment donné, j'avais appris qu'ils voulaient faire une agrégation des exigences pour voir les cliniques qui prolifèrent un peu partout. Est-ce que ceux qui tiennent ces cliniques-là, non seulement ont eu l'agrément à travers le département, et ceux qui pratiquent la profession, est-ce qu'ils sortent des universités de la place? Est-ce que ce sont des médecins? Donc tout cela, ce travail a été annoncé à l'époque par l'ancien ministre qui Rémi Lama l'avait remplacé. Donc finalement, il n'y a pas eu de travail sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, moi, c'est l'ordre que je vais interpeller. Parce que si vous avez des médecins qui sont dans ces CHU, notamment Ignace Dine, Donka, et qui parfois décentralisent la mission au niveau de ces cliniques, à mon avis, normalement, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Parce que je suis d'accord lorsque le professeur Abbas disait ici, est-ce que vous êtes assurés, ce sont des médecins? Parce qu'il ne faut pas jeter aussi un bout de boue sur le tissu des médecins sans savoir est-ce que ceux qui pratiquent la profession ont l'agrément ou tout simplement sortent d'une université. Ça, je pense que c'est un faux débat parce que c'est comme si vous disiez d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'ordre monte au créneau. Nous avons professeur Abbas ici. Qu'il interpelle le ministère au moins. Le ministère au moins pour essayer de mettre fin à ça. Je suis d'accord que dans la plupart des cas, dans les pays, que ce soit les pays développés, parfois il y a des erreurs médicales. Absolument. On peut le comprendre, mais ce sont quand même des erreurs banales. Vous ne pouvez pas quand même amputer une jambe parce que tout simplement vous avez sectionné l'artère du monsieur, surtout avec son jeune âge. Je pense qu'aujourd'hui il faut que l'ordre se fasse entendre parce que ce qui est en train de se passer, si on ne change pas cette situation-là, et bien à un moment donné, ça va renforcer cette crise de confiance entre les citoyens et les hommes en blouse blanche. Elle est déjà justement renforcée. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Souhaitons que ce ne soit pas irréversible. Irréversible, c'est qu'il ne faut pas oublier, Tamba. C'est que ça, ce sont les conséquences. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire les états généraux de la santé. C'est vrai qu'à un moment donné, qu'on l'avait fait. On l'avait fait. Mais avec cette transition. C'est plus ce qu'on en a fait. Qu'est-ce qu'on a fait des états généraux. Moi, je le dis pourquoi. C'est d'interpeller le président de la transition. Parce qu'il a dit, je me présente comme un réformateur. Et lorsque vous êtes dans une transition, voilà les questions qu'il faut mettre sur la table. Il faut aller vers les états généraux. Cette fois-ci, les recommandations qui vont sortir, parce que non, on a fait les états généraux des éducations. On a fait les états généraux des éducations, de la justice. Finalement, le président Alpha Condé lui-même, il a dit, il faut qu'on revienne dessus, parce qu'il y a un problème. Les recommandations qui ont été faites ne tenaient pas compte de certains aspects, et ça fait que la faisabilité qui a été définie, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Moi, je pense qu'il y a un travail spirituel à faire au niveau des médecins, parce que c'est une profession qui est sacerdotale. Vous êtes là, c'est pour sauver des vies. C'est comme un journaliste. Votre mission d'abord, vous avez une obligation morale vis-à-vis des citoyens, sans compter qu'il y a aussi des problèmes qui tournent autour de la formation de ces jeunes, parce que moi j'ai un mémo avec moi et certainement la semaine prochaine on va en débattre ici sur même les conditions aussi de travail de ces jeunes médecins, à la différence des Sénégalais, des Ivoiriens. Jeunes ou vieux, les médecins sont maltraités. Et imaginez-vous, pour un professeur en Guinée, il est payé à 2 950 000. Pour celui qui est en Côte d'Ivoire, il est pratiquement payé à 1 million. Il nous a parlé de 2 270 000 dernièrement. Justement. Maintenant, et celui qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, ou qui est ici au Sénégal, qui n'est même pas professeur, imaginez-vous un intermédiaire qui a été pris en 4e année, inséré, il est mieux traité qu'un professeur en Guinée. Donc voilà autant de questions qu'il faut aujourd'hui mettre sur table parce que... Tu le sais certainement, je te le rappelle quand même, ce n'est pas pour rien que la plupart de ceux qui veulent accéder à la fonction publique le font sous couvert du ministère de l'Éducation nationale, parce que les enseignants, figurez-vous, tenez-vous bien, sont les mieux payés de la fonction publique guinéenne. Mafoudia, que fait-on des initiatives privées dans ce domaine? Je donne un exemple comme ça, un de nos frères qui est établi à Londres, David Findeno, qui était dans notre studio et qui a proposé une application qui répertoriait les cliniques, les pharmacies reconnues pour leur qualité par l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée et le ministère de la Santé. Finalement, c'est parti nulle part. Voilà. Ça déjà en fait c'est tellement facile, c'est des initiatives privées et tout ce qu'il faut c'est une collaboration. Si le département juge nécessaire la solution qu'on apporte là dans leur démarche, on leur fait appel et puis il y a un travail, il y a un contrat qui est signé et puis ça va. Quand Djiba dit qu'il faut reprendre les états généraux, moi je suis pas d'accord. Moi ce que je demande c'est qu'on respecte déjà le travail qui a été fait. Il y a eu des recommandations qu'on essaie de corriger, ne serait-ce que 60 ou 70% de ces recommandations, vous verrez ce qui va se passer sur le terrain. Parce que quand on
parle des cliniques là, au-delà de ce que vous avez dit, moi je pense que le problème même, en fait, c'est tout le pays, c'est toute l'administration. En fait, on est dans un pays où l'État n'a pas une maîtrise de ce qui se passe en bas, de ce qui se passe au niveau des quartiers, des villages. En fait, quelqu'un peut venir aujourd'hui ouvrir une clinique. Comment comprendre qu'il n'y ait pas un travail d'inspection pour voir si on respecte les normes dans cette clinique. Et ce n'est pas quelqu'un qui quitterait forcément le ministère, mais une représentation du département. Ça peut être au niveau des communes, à ce que je sache. En fait, c'est des gens qui doivent exister dans des quartiers. Quand on parle de santé, d'éducation ou autre, il doit y avoir des gens qui se retrouvent au nom des départements donnés pour veiller de près à ce qui se passe dans les quartiers. Parce que effectivement, c'est compliqué d'avoir une même mise sur tout ça. Mais lorsque le travail est fait à la base, au niveau des autorités locales, il y a des représentations. On peut savoir, dans ce quartier, il y a 2 ou 3 cliniques. Est-ce que ces cliniques répondent aux normes? Remonter l'information. Celles qui ne répondent pas aux normes, mais on les ferme. Mais en fait, je pense que la population est livrée à elle-même. N'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, vous savez, non, même au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, il y a les équipes d'évaluation pédagogique. Est-ce qu'elles fonctionnent, et même ces des institutions. Ces inspections ont lieu toutes les années, MAF, et c'est d'ailleurs par trimestre ou par semestre que ce travail se fait. Mais qu'est-ce qu'on fait des résultats? Non, qu'est-ce qu'on fait des résultats? Avant même le résultat. Aujourd'hui, il y a une complicité. On a des inspecteurs qui ne font pas leur travail. Oui. Ils viennent, ils sont plus d'accord avec le directeur qui lui donne de l'argent que de faire un rapport honnête sur l'état des écoles et de remonter. Ils trahissent la République. Comment voulez-vous que ça fonctionne lorsqu'au niveau même de ceux qui doivent prendre des décisions, ils n'ont pas les bonnes données? C'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment nous offrir une république parce que pour le moment c'est assez compliqué. On est quelque part, on est exposé à tout type de choses parce que l'État ne contrôle rien. Vous avez aujourd'hui dans des quartiers, je crois on en parlait à un moment donné, des gens qui venaient de nulle part parler des langues qu'on ne comprenait pas, qui se promènent dans certains quartiers. Qui pour les interpeller? Le ministère de l'administration, qui pour faire ce travail? En fait, il faut maîtriser, il faut avoir une maîtrise de ce qui se passe à la base. Tant qu'on ne le fait pas, ça va être très compliqué. C'est pourquoi l'idée, je crois c'était une proposition de doyen Djuldé qui était dans ce studio, qui demandait au colonel ou même à certains ministres d'avoir des audiences publiques, de permettre à la population de leur parler directement. On comprendrait, parce que si on ne le fait pas, on se demande qui vous fait le rapport, sur quoi il se base, est-ce que le travail est fait réellement? Donc il faut créer ce pont, il faut être très proche parce qu'on a péché par cela. Il y a des années, les dirigeants sont très loin, ils semblent connaître nos problèmes, mais ça se demandait alors pourquoi si vous les connaissez, vous ne trouvez pas de solution. Mais en réalité, beaucoup parlent mais ne comprennent pas. Alors allez au contact de ces populations, écoutez-les. Ça vous permettra peut-être de bouger. Il faut vraiment offrir à la Guinée une administration digne de nom qui pourra constater facilement les réels problèmes. Parfait. Rapidement, mon cher Cap, sur ce sujet. Voilà, sur ce sujet, moi, ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est toute la corporation qui est en train d'être mal vue. Et donc aujourd'hui, il est important que le ministère de la Santé, accompagné de l'Ordre national des médecins, qui fasse un vrai travail d'identification de ces services hospitaliers, de ces cliniques-là, de ces pharmacies, etc., pour pouvoir savoir véritablement quelles sont ces cliniques-là qui opèrent dans les bonnes conditions. Mais au-delà de ça, comme vous le disiez tout de suite là, il est important de pouvoir mettre en place un service d'inspection qui vienne faire ces visites inopinées ou pas, pour pouvoir toucher du doigt les réalités. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas seulement que la clinique puisse être autorisée, puisse être légale ou pas d'exercer, mais il est important également de savoir est-ce que la clinique respecte les normes qu'il faut. Est-ce que le personnel qui est là, c'est le personnel adéquat pour pouvoir faire les choses, ou est-ce que la clinique est équipée de matériel qu'il faut pour pouvoir faire certaines prises en charge. Donc il est important aujourd'hui que ces gens fassent ce travail-là, et qu'aujourd'hui la technologie a tellement évolué qu'on donne la possibilité à ce citoyen-là, à partir de chez lui tout de suite, de pouvoir identifier où est-ce que je suis censé partir pour pouvoir mieux me traiter et ne pas pouvoir tomber dans les mains des mauvaises personnes, et donc d'être dans la mauvaise pratique. Et aujourd'hui, plus de responsabilité au ministère de la Santé et à l'Ordre national des médecins. Plus de responsabilité. En fait, Diba, finalement, pas tous, hein, encore. Professeur Abba, c'est pas vous tous. Vous, on connaît. Voilà. Mais parfois, il y a des médecins, c'est comme nos mécaniciens.
tu envoies ta moto, ta voiture et reviens avec plus de problèmes qu'elle n'avait en entrant au garage. Imaginez-vous une personne qui a une fatigue générale, il se rend dans un hôpital, il a besoin de se reposer. Mais vous le mettez des produits, par exemple, des bêta-bloquants, des choses. Je connais un médecin. Ça vous crée une hypertension banalement. Je connais un médecin, lui, dès que tu viens chez lui, il te regarde. Même si c'est ton pied qui est un peu blessé, il dit ça, il faut une perfusion. Voilà. Donc, imaginez-vous, ça vous crée une maladie, soit le diabète ou l'hypertension, banalement. Maintenant, moi, vous savez que l'hôpital de Debrika, il y a encore quelques mois, je pense il y a 3 mois, il n'avait pas d'ECG. C'est-à-dire, c'est l'électrocardiogramme pour les activités du cœur, pour le cœur. C'est pour déceler est-ce que vous avez un problème cardiaque ou pas. Il n'avait pas d'ECG. Ça, c'est à côté. Vous imaginez. Donc, sans compter ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, ça veut dire que nous avons un ECG qui coûte pratiquement 3 millions, 2 millions pour un hôpital aussi important que celui de Debrika. Donc, dans les périphéries de la capitale. Ça veut dire que ce secteur-là n'a pas été une priorité. C'est pas parce que c'est le budget. Le budget, c'est vrai, c'est la volonté chiffrée de tout gouvernement, mais c'est l'action. Parce qu'un peuple qui est malade, c'est un peuple qui ne peut pas produire. Je pense que pour investir dans un État, il faut tenir compte un peu de la santé publique. Sur la question des cliniques, l'État ne maîtrise pas. C'est pourquoi il faut un travail structurel à faire pour cartographier. Je suis en train d'œuvrer dans ce sens. Il faut un travail de cartographie, justement. C'est une des recommandations de ce débat. Et puis, on le disait très clairement dès l'entame de cette émission, désigner leur représentant au CNT ne sera pas une partie de plaisir pour les partis politiques. Nous l'avons compris, dès lors qu'à seulement 2 jours de l'échéance fixée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, il continue à se passer la question entre les mains comme une patate chaude. Après d'infructueux échanges avec le MATD et une rencontre avortée entre pairs, les politiques guinéens ont finalement conféré hier sur les modalités de leur entente. S'ils ont réussi à s'accorder sur 18 critères de sélection, il n'en reste pas moins prégnant que la sélection des mandataires leur donnera du gros grain à moudre. Docteur Fayami Limouno est dans notre studio, il en rit, il en sourit déjà. On va voir ce qu'il en est au bout de cette émission. Docteur, bonjour. Et bonjour Tamba, bonjour à l'équipe de Grande Gueule. Qu'est-ce qui vous fait bien rire Non, c'est que quand il s'agit de politique, vous faites des commentaires avec beaucoup de superlatifs. Non, mais là, on parlait tout à l'heure de médecins. Mais vous, là-bas, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout commence à aller bien. Tout commence, mais qu'est-ce qui n'allait pas finalement? Bon, je crois que c'est normal que ça ne parte pas bien entre politiques, parce que si nous sommes des partis politiques différents... Vous êtes des hommes de problème, à problème? Non, on n'est pas des hommes à problème. Mais si nous sommes des partis politiques différents, c'est parce que nous avons quelque part des différences. D'accord. De vision, de méthode, de stratégie, et donc on ne peut pas... c'est pas comme si on allait tous à l'église ensemble. D'accord. On croit tous à la Bible quand on va à l'église, mais quand on est des partis politiques différents, il y a quelque chose qui nous différencie. Donc c'est un cocktail de protestants, de catholiques, de musulmans, d'antichrist même. D'accord. Mon cher Cap, c'est une question. Docteur, ma première question, est-ce que je veux savoir, la rencontre d'hier entre ces différentes coalitions, est-ce qu'elle est issue de l'appel du ministre de la décentralisation, ou est-ce que c'est pour donner suite à cette première rencontre qui finalement ne s'est pas tenue dans les conditions qu'on souhaitait? Voilà, docteur, vous allez répondre à cette question dès l'ouverture de la deuxième partie de cette émission. La machine est allumée. Nous allons suivre ce cours juste 10 minutes après maintenant pour faire face à nos obligations commerciales. Continuez à réagir. Vos avis seront relayés dès la deuxième partie de cette émission. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble.